bonjour, bienvenue au salon COSI CNCH. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Kamel Abdendi. Bonjour Kamel. Bonjour Alessandro. Tu as accepté de nous parler de la cigarette électronique. C'est un sujet assez spécifique. Tu es expert, cardiologue, réadaptateur et tabacologue à la fois. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la cigarette électronique ? Alors, la cigarette électronique était méconnue il y a 20 ans, comme chacun le sait. Et lorsque la cigarette électronique est arrivée, il y a eu un engouement colossal. Il y a eu un engouement colossal de certains médecins, et non des moindres, puisque même l'OMS a pris position à l'époque pour soutenir la cigarette électronique comme un outil de réduction du risque. C'est quoi cette cigarette électronique? Qu'est-ce qu'il y a dans cette cigarette électronique? Alors, la cigarette électronique, c'est un dispositif, comme son nom l'indique, électronique, où il y a une espèce de petite batterie qui va permettre de dégager une ambiance de fumée, n'est-ce pas? Et cette fumée n'est pas du monoxyde de carbone, c'est du propylglycol. Propylglycol, c'est ce qu'on met dans les fumées d'ambiance, dans les salles de concert ou des choses comme ça. Donc c'est absolument pas toxique. Et donc, lorsqu'on a eu les premières cigarettes électroniques, on a compris très vite qu'elle avait plus d'intérêt pour nos patients, puisqu'on va parler de nos patients aussi, qu'une vraie cigarette. Autrement dit, on pourrait s'en saisir, on pourrait la prescrire, la proposer à des patients qui n'arrivent pas du tout à arrêter de fumer. Et c'est exactement la même position que personnellement moi j'ai gardée depuis le début. À savoir que la cigarette électronique ne doit pas être proposée comme un traitement. D'ailleurs, ce n'est pas un produit qui a une AMM, il n'est pas vendu en pharmacie. C'est un produit de consommation courante, donc ça répond à certaines réglementations qui ne sont pas du domaine médical, voire même depuis quelques années, l'industrie du tabac qui est venue racheter des compagnies de cigarettes électroniques, et dans ce cas-là, il faut vraiment se méfier lorsque l'industrie du tabac met le grappin sur une nouvelle technique, il faut faire attention. Mais globalement, les messages principaux, c'est que dans cette cigarette électronique, il y a un peu de nicotine, on peut la doser en fonction de la fiole que l'on met. On peut aller du 0 mg sans nicotine, 3 mg, 6 mg, et augmenter comme cela en fonction de ce qu'on recherche. Lorsqu'on fume, lorsqu'on prend cette cigarette électronique et qu'on fait une inhalation profonde, on va bien entendu s'administrer un petit shoot de nicotine quand même. Donc il y a l'effet nicotine qui va se faire comme avec une cigarette. En revanche, le monoxyde de carbone n'est pas là. Et comme vous le savez, dans le cadre d'une vraie cigarette, lorsqu'un insuffisant cardiaque, prenant un insuffisant cardiaque, va fumer une vraie cigarette, eh bien, il va inhaler du monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, donc le CO, il a une affinité à l'hémoglobine qui est 200 fois supérieure à l'oxygène. Autrement dit, on comprend aisément que quelqu'un qui a un insuffisant cardiaque et qui fume va avoir une perte de chance en termes de transport d'oxygène. Donc si je vous dis, là, il y a du CO, là, il n'y a pas de CO. On choisit tout de suite là où il n'y a pas de CO, bien évidemment. Et il y aura moins d'effet sur l'oxygène. En revanche, il y a toujours la nicotine, il y a des nitrosamines, il y a d'autres composés, mais beaucoup moins que ce que l'on trouve habituellement dans une cigarette. On estime qu'il y a entre 4 et 5 000 produits dans une cigarette, une vraie cigarette. Alors que dans une cigarette électronique, on contrôle, on sait que c'est beaucoup moins important. Ceci dit, ce n'est pas la panacée, ça se saurait. Au tout début, il y a eu un engouement, comme je le disais, pour dire la cigarette électronique doit être saisie par tous les médecins pour entraîner de l'arrêt du tabac. Mais on a vu avec les différentes études que ce n'était pas un outil très convaincant pour arrêter de fumer. Donc aujourd'hui, il faut s'en saisir plutôt pour l'utiliser comme une espèce de passerelle entre celui qui a du mal à arrêter de fumer, n'est-ce pas? On lui donne d'abord et avant tout les produits qui sont reconnus comme étant très actifs, la varénicline, malheureusement on ne l'a plus en France, le fameux Champix, les substituts nicotiniques que l'on a, qu'on utilise de manière, on va dire, on peut associer, c'est-à-dire on peut avoir un patch, des comprimés C, l'inhaleur, tout ce qu'on veut, mais il arrive quelquefois que devant un coronarien, par exemple, un insuffisant cardiaque qui a vraiment du mal à arrêter de fumer, malgré les patchs, que je lui propose une cigarette électronique pour calmer la dépendance gestuelle, par exemple, pour éviter de refumer trop de cigarettes, etc. Voilà. Donc c'est une passerelle que l'on peut utiliser pour
passer du statut fumeur entier de vraies cigarettes à peut-être un peu moins de cigarettes en utilisant la cigarette électronique. Mais malheureusement, ce que l'on voit, c'est que souvent, ces patients n'arrêtent pas totalement et définitivement. Or, en cardiologie, tu le sais très bien, ce qui importe le plus, comme la nicotine on va dire, est active au plan coronarien et vasoconstrictrice, il faut éviter d'avoir des shoots de nicotine. Et donc, il est utile de proposer peut-être, lorsqu'on a cette cigarette électronique, une baisse des doses de nicotine. C'est ce que l'on fait en réadaptation, par exemple, quand le patient ne peut pas arrêter, de lui dire, voilà, vous allez utiliser la cigarette électronique, mais progressivement, vous passez de 6 à 3 mg, voire même 0 mg. Et dans ces cas-là, il peut la garder quelques temps, quelques semaines, quelques mois. On sait que ce n'est pas du tout nocif par rapport au vrai tabac. Parfait. Une question, peut-être plusieurs. On sait très bien en réadaptation, les gens, la plupart, bon, c'est des patients qui fument, à la fois ils sont obèses, à la fois ils ont une autre comorbidité. Nous, on essaye de traiter tout. On sait que c'est très compliqué pour le patient lui-même, c'est extrêmement compliqué qu'il arrête le tabac tout de suite, qu'il perd 5 à 10 kilos sur une période de, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, et puis qu'il mange peu salé, peu gras. L'impact, il est majeur. Est-ce que là, cette cigarette électronique pour les personnes qui fument, est-ce qu'il y a encore un rôle un peu plus important, comme ça s'adresse aussi à la dépendance gestuelle aussi, parce que les patchs, c'est uniquement la dépendance de la substance, chimique. Mais il y a aussi le geste qui s'imprime depuis des années ou des dizaines d'années chez les patients qui fument. Alors, quel est ton point de vue, surtout concernant toute cette abondance de demandes, des choses qu'on demande aux patients? Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Qu'est-ce qu'on doit lui demander peut-être de faire en premier temps? Est-ce qu'il faut échelonner les choses? Comment tu vois les choses? Je te remercie pour cette question qui est très complexe et qui est réelle, c'est la vie de tous les jours. Il est fréquent d'avoir un obèse, hypertendu, diabétique, qui fume, par exemple, et qui ne bouge pas du tout. Donc, il arrive en réadaptation, il est dans un centre où il y aura de l'activité physique tous les jours, forcément, en tout cas 3 à 4 fois par semaine au minimum, et où on va essayer d'obtenir chez lui une modification comportementale sur ces différents facteurs de risque. Alors, ce que l'on doit faire, ce qu'on fait personnellement, dans notre centre, on a la chance d'avoir un outil d'éducation thérapeutique digitale qui nous aide et qui aide l'équipe à formuler un diagnostic éducatif. Et c'est le patient lui-même, on respecte le choix du patient. Il peut être obèse, fumeur, inactif, tout ce que j'ai dit, et il ne va pas du tout choisir l'arrêt du tabac, par exemple. C'est-à-dire, je veux augmenter l'activité physique, perdre un peu de poids, mieux m'alimenter, par exemple, ou être moins stressé. Mais l'équipe se réserve le droit de dire, il fume, on va pouvoir l'aider, on va devoir l'aider, mais on ne va pas se jeter sur lui pour lui dire, il faut arrêter. La notion de il faut doit être complètement combattue. Aujourd'hui, il faut travailler dans un esprit d'éducation thérapeutique, d'empathie, de respect du patient. Avec le patient. Avec le patient. En fait, il y a un projet éducatif qui doit accompagner le patient pendant cette période-là. Et là, pour revenir à ta cigarette électronique, à la cigarette électronique, dans quelle situation elle peut intervenir? Lorsqu'on a quelqu'un qui est absolument irréductible et qui dit non, moi je continue à fumer, il n'y a pas de problème. On entend son message, on lui explique qu'on a bien entendu qu'il aime fumer et qu'il veut continuer à fumer, mais on va tout de même, dans le cadre du programme d'éducation thérapeutique, montrer comment la nicotine est vasoconstrictrice, comment le tabac influe la morbimortalité, comment on peut resténoser de ses stents si c'est quelqu'un qui a eu des stents, etc., etc. Mais lorsqu'on apporte les choses de manière empathique et surtout en allant step by step sur le temps, parce que la chance de la réadaptation, c'est qu'on a 20 séances. Donc on peut faire un travail coordonné entre la psychologue, la diététicienne, les kinés, le médecin tabacologue, etc. Et on va commencer à essayer de le convaincre. Et je vous assure qu'il n'est pas rare que ces gens-là, qui sont absolument irréductibles au départ, sortent du centre en disant voilà, je vais utiliser, ou ils ont commencé déjà à utiliser, les substituts nicotiniques et la cigarette électronique pour la gestuelle. Et la gestuelle, effectivement, et tu as raison de le souligner,
lorsqu'il y a une forte dépendance gestuelle, la cigarette électronique apporte des réponses absolues. Elle nous aide énormément. Encore une fois, comme je le disais, en tant que passerelle seulement pour essayer d'obtenir l'arrêt total et définitif dans les mois qui suivent. Je te remercie. Dernière question. Est-ce qu'il faut la prescrire sur ordonnance? Est-ce que la dose de nicotine, est-ce qu'il faut jouer avec la dose de nicotine? Je n'ai jamais prescrit Alors, on ne peut pas la prescrire sur ordonnance pour la raison que j'ai évoquée. Ce n'est pas un outil, ce n'est pas un médicament qui est recensé dans l'arsenal thérapeutique de l'arrêt du tabac. C'est comme cela. En France, il n'est pas vendu en pharmacie, il est vendu dans les shops pour ça. Donc, le médecin, le tabacologue, celui qui s'occupe du tabac dans un centre de réadaptation, peut être l'infirmière, la psychologue, tout le monde peut être tabacologue finalement. Moi, j'ai pour habitude de dire, on est tous tabacologues. Il faut arrêter de se dire, ah, si on n'a pas de tabacologue, on ne peut pas gérer le tabac. On peut gérer le tabac en ayant un minimum de connaissances d'éducation thérapeutique. Et l'arsenal thérapeutique se limite vraiment à 2-3 médicaments. Comme je le disais, les substituts, la varénicline qu'on n'a pas. Donc, la messe est dite. Il nous reste la cigarette électronique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si le patient peut arrêter avec les patchs et les comprimés à sucer et les inhaleurs, why not? On continue comme ça. Mais si on sent qu'il y a de la résistance et qu'il continue à fumer, à ce moment-là, on peut la lui proposer et le laisser au départ libre de choisir la dose de nicotine qu'il veut mettre en fonction de sa dépendance, parce qu'il y a une espèce d'autotitration de la nicotine. Chacun va puiser ce qu'il veut dans la cigarette électronique, mais on va lui proposer un programme qui se fera en plusieurs étapes. Vous êtes en ce moment à 6 mg, c'est très bien, vous avez réduit, vous avez arrêté, parfait. Alors on va dire dans une semaine, 15 jours, on va baisser la dose à 3 mg. Et avant de sortir, espérer partir avec 0 mg. En insistant sur le fait que la nicotine inhalée par la cigarette électronique demeure de la nicotine inhalée. Et que par conséquent, on n'est pas du tout certain qu'il n'y aura pas d'impact sur cela. Et ça me donne l'occasion de terminer peut-être par les études. Les études ne sont absolument pas, fermes là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport qui a été commandé en France, un excellent travail qui a été fait par un groupe d'experts sur la cigarette électronique, que j'invite tout le monde à lire. C'est fait par la HAS. Et on va trouver absolument tout sur le tabac. Et les dernières méta-analyses nous montrent que, en fait, le produit n'est pas un médicament. On ne peut pas dire qu'il est plus fort que les substituts nicotiniques, qu'il fait mieux que les substituts nicotiniques. Mais ce n'est pas un produit qui va dégrader la situation du fumeur. Ce n'est pas un produit dangereux, comme il est dit parfois sur Internet, sous l'égide de l'industrie du tabac, qui, bien entendu, a envie de garder ses clients. Donc globalement, c'est assez neutre. Quand on termine la lecture de ce document de 48 pages, on s'aperçoit que finalement, toutes les études qui ont porté sur la cigarette électronique ne tranchent pas pour dire c'est un produit qui doit être utilisé régulièrement pour l'arrêt du tabac. On nous laisse la possibilité, comme je le disais, de s'en servir comme une passerelle, pis-aller. Voilà, on va utiliser la cigarette électronique en attendant mieux, mais on peut l'utiliser individuellement comme un outil qui peut aider le patient. Et de mon expérience personnelle depuis une dizaine d'années, je l'utilise très régulièrement, individuellement, ça aide beaucoup de patients à se sortir du sevrage tabagique. Merci beaucoup, Kamel. C'est moi qui te remercie.